Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau 20h sur RTI 1. Bienvenue, bonsoir à tous. La question du financement de la stratégie nationale de développement de la filière riz sur la période 2024 à 2030, c'est le sujet principal de la table ronde des partenaires techniques et financiers. Elle a été présidée aujourd'hui à Abidjan par le Premier ministre Robert Begré-Mombé. Les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire participent à la 49e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie au Canada. Cette session regroupe toutes les instances phares de l'organisation. Au cœur des échanges, l'intelligence artificielle et les crises politiques dans l'espace francophone. Ce 8 juillet 2024 marque la date anniversaire du décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. 4 ans après sa disparition, ses proches, ses compagnons politiques se souviennent de l'homme loyal et fidèle. Une cérémonie commémorative s'est tenue ce lundi. Baccalauréat 2024, les résultats de cette session sont connus depuis ce matin. 34,17% de taux de réussite, 34,71% pour les filles et 33,64% pour les garçons. Merci de vous informer sur RTI 1 ce lundi 8 juillet. On parle de financement de la stratégie nationale de développement de la filière riz sur la période 2024 à 2030. Le Premier ministre Robert Begré-Mombé a présidé aujourd'hui la table ronde des partenaires techniques et financiers. L'objectif général est de partager les priorités du gouvernement ivoirien en matière de sécurité alimentaire, notamment la couverture des besoins nationaux en riz blanchi. Jean-Luc Mangbo. Ils sont une dizaine de partenaires techniques et financiers qui ont répondu ce jour à l'appel des autorités ivoiriennes. Une table ronde à leur intention pour le financement de la filière riz. Qu'ils soient de la BAD, la BIDC, le FIDA, la JICA, la Banque mondiale ou encore de la Banque islamique pour le développement, tous ont réitéré leur engagement à soutenir la stratégie nationale de développement de la filière riz, SNDR. Notre institution est prête à soutenir le gouvernement de Côte d'Ivoire et l'ensemble des partenaires pour renforcer la sécurité alimentaire. Nous saluons le plan du gouvernement visant à atteindre l'autosuffisance en riz d'ici 2027. Notre engagement est donc clair, soutenir ce plan et encourager un programme robuste de chaîne de valeur de riz à moyen terme. Nous nous engageons donc à combler le financement nécessaire, je l'ai dit et je le répète, une fois que nous aurons eu une idée très claire du coût non seulement global de programme BINCH, mais également les détails des engagements pris par les uns et les autres. La Côte d'Ivoire veut, grâce à la SNDR, assurer la couverture des besoins de consommation par la production nationale de riz blanchi de bonne qualité, constituer les stocks de sécurité et exporter le surplus. Le financement de la SNDR 2024-2030 et sa mise en œuvre effective contribueront assurément à faire de la Côte d'Ivoire un modèle en matière de souveraineté alimentaire à travers la couverture totale des besoins nationaux en riz de bonne qualité, en quantité suffisante et à des prix accessibles à partir de la production locale. Le financement attendu pour la réalisation de ces stratégies est estimé à 798 milliards de francs CFA, dont 331 milliards dans sa première phase, c'est-à-dire entre 2024 et 2027. Cette table ronde offre l'opportunité d'avoir une bonne lisibilité sur le financement qui a été un maillon faible dans la mise en œuvre des précédentes stratégies. Nous avons fondé beaucoup d'espoir dans son organisation. C'est pourquoi je voudrais porter à l'attention des partenaires techniques et financiers, des professionnels de la filière riz, des investisseurs et des administrations ivoiriennes, que les résultats de la SNDR 2024-2030 feront l'objet de revues périodiques au cours des comités interministériels des matières premières que je vais présider moi-même.
Le Premier ministre espère qu'avec la contribution et la détermination de tous, l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire en riz sera rapidement une réalité. Rappelons qu'entre 2008 et 2022, les importations de riz ont atteint 1,5 million de tonnes pour un coût total de 830 millions de dollars. La nouvelle stratégie devrait aider la Côte d'Ivoire à atteindre une production de plus de 4 millions de tonnes de paddy et couvrir les besoins nationaux. Et on reste dans le monde agricole. Pour la filière cajou, la Banque mondiale a financé un incubateur de transformation de la noix de cajou. Le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Ousmane Diangana, avec le ministre de l'Agriculture, ont procédé à la mise en service de cette unité de transformation. Voyons cela avec Eugène Atobé. Comme en 2020, à l'inauguration du CITA, Centre d'innovation et de technologie de l'Anacarde, la Banque mondiale est encore présente en ce lieu et réitère son engagement à accompagner la Côte d'Ivoire dans la transformation de ses produits agricoles. L'inauguration du Cajou Foodotech en est l'illustration. Ousmane Diangana, vice-président de la Banque mondiale, accompagné d'une forte délégation, s'associe à la joie et bonheur du ministre d'État, Kobena Kwasi-Adjumani, en charge de l'agriculture. Le Cajou Foodotech, premier pas d'un grand voyage vers l'agro-industrie de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, avec l'incubateur, ça nous permet de venir vérifier certaines données, mais surtout améliorer nos produits. Cet incubateur constitue un maillon extrêmement important dans la transformation des produits, dans la mesure où il permet la transformation sur place de ce produit extrêmement important, c'est-à-dire donc de création des emplois sur place et en même temps à travers ces produits dérivés qui sont impressionnants par leur diversité, la Côte d'Ivoire va pouvoir, n'est-ce pas, substituer cette production locale par des produits qui sont souvent importés. L'Anacarde est aujourd'hui le fer de lance de l'agro-industrie ivoirienne et ce, grâce au PPCA, projet de promotion de la compétitivité agricole, fortement soutenu par la Banque mondiale, qui a financé le projet à hauteur de 200 millions de dollars. En 5 années, le nombre d'unités industrielles est passé de 7 à plus de 35. La dernière en date, celle de Djenné, est bientôt, comme révélé par le ministre Adjumani lui-même, Bondiali, Korogo, Bouaké et Abidjan. Depuis la réforme de la filière Anacarde en 2013, celle-ci se porte bien et se distingue par ses nombreux succès. Indépendamment des amandes qui sortent des noix de cajou, nous avons la possibilité aujourd'hui d'en sortir des produits dérivés. Pour nous, c'est un développement salutaire. Le Cajou Foodotech, incubateur pour le développement des produits dérivés de l'anacarde, se pose aujourd'hui comme la plus-value de la filière cajou, avec sa capacité de traitement journalier de 200 kg d'amandes et 200 kg de pommes de cajou. À Montréal, au Canada, la 49e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie regroupe plus de 380 délégués. Ils sont issus d'une 50aine de parlements. Les échanges portent sur l'intelligence artificielle et aussi les crises politiques dans l'espace francophone. La Côte d'Ivoire est présente avec les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale. Kader Sogodogo. Et c'est parti pour la 49e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF. Les travaux se tiennent à Montréal, au Canada. Plus de 380 délégués issus d'une 50aine de parlements ont effectué les déplacements. Plusieurs interventions au cours de la cérémonie, notamment celle de Francis Drouin, le président de l'organisation qui est en fin de mandat. Jeunesse et diplomatie auront marqué ces 2 années de présidence et la trajectoire actuelle est l'intelligence artificielle, une vision qui cadre bien avec celle de la Côte d'Ivoire. Kandia Kamisoko Kamara, présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, s'en réjouit. C'est une question qui est d'actualité aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui contribue non seulement à la modernisation de nos parlements, mais aussi à la transparence et à la sécurité des actes que nous allons prendre dans nos différentes chambres. Et à côté de cela, il faut dire aussi que d'autres questions d'actualité vont être abordées au cours de cette assemblée, et notamment les questions climatiques,
la question du genre dans toutes les politiques qui sont menées. Avec son statut d'ancien président de l'APF, Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale, situe les enjeux de cette session. Notre présence ici donc traduit cette volonté affichée du président de la Côte d'Ivoire d'être donc à tous les grands rendez-vous. Comme vous le savez, l'Assemblée parlementaire francophone regroupe tous les pays francophones, permettant ainsi à tous ces pays francophones de non seulement faire la promotion de la langue française, mais d'aborder certains sujets d'actualité. Et un des sujets les plus importants, c'est la mobilité d'abord au sein de l'espace francophone, et puis les sujets relatifs donc à l'insécurité. La clôture des travaux est prévue pour ce 9 juillet 2024 avec au bout l'élection d'un nouveau président. L'Afrique est bien partie avec le Camerounais Hilarion Etongo. Ce 8 juillet marque la date anniversaire du décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. 4 années après sa disparition, ses proches, ses compagnons politiques se souviennent de l'homme loyal et fidèle. Une cérémonie commémorative s'est tenue ce lundi. Elle a été marquée par la graduation de 58 auditeurs issus de la 3e promotion de l'Institut de formation politique AGC. Moussa Konaté. 8 juillet 2020, 8 juillet 2024. Cela fait 4 ans que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est décédé. Ce jour, ses amis, proches, compagnons politiques et ex-collaborateurs sont réunis pour témoigner leur attachement à l'illustre disparu. Amadou Gon, tu as vécu utile. Amadou Gon, mon gars que j'aimais, je l'ai dit en langue. Ce qui signifie, tu n'as pas disparu complètement. Tu as laissé des traces, tu as incarné des valeurs, tu as fait des émules. Repose en paix de ce repos bien mérité. Après tout ce que tu as donné à ce pays, que tu as tant aimé et servi, ton pays, la Côte d'Ivoire. Pour perpétuer l'héritage politique de feu Amadou Gon Coulibaly, l'Institut de formation politique AGC est créé en 2021. Au cours de cette cérémonie commémorative, 58 apprenants issus de la 3e promotion de l'Institut reçoivent leur certificat, suivi du passage de flambeau à la 4e promotion composée de 60 auditeurs. Au sorti de cette formation, j'ai une vision plus claire, plus large de tout ce qui est environnement politique et de tout ce qui peut influencer. Donc maintenant, quand j'apprends quelque chose, j'essaie de voir plus loin et de ne pas me limiter à ce que j'entends ou je vois. Et ça permet à la fois de comprendre le fonctionnement des institutions, mais au-delà de ça, ça nous permet aussi de renforcer notre engagement. On a la possibilité de ne plus tomber dans la violence comme cela se faisait avant, violence verbale, violence physique. L'Institut va permettre d'élever le niveau du débat politique. Donc on aura des jeunes qui sont capables de parler à la fois économie, parler à la fois de droit, de sciences sociales, d'anthropologie, parce qu'on a les ressources aujourd'hui grâce à l'Institut de formation politique. Après donc 3 années d'exercice, le président du conseil d'administration de l'Institut de formation politique AGC dresse un bilan des activités. Depuis bientôt 3 ans, ce sont 207 jeunes qui ont été formés par l'Institut Amadou Gon Coulibaly. Ces jeunes, pour la plupart, se retrouvent aujourd'hui au sein de partis politiques. Certains sont au niveau de la société civile. Pour cette année, nous avons eu, pour 60 places disponibles, près de 1500 jeunes qui ont compéti, de tous les niveaux, enseignants à l'université, jusqu'à des étudiants. Plusieurs jours donc, de présélection pour choisir parmi eux les meilleurs. Au-delà donc de ces jeunes, l'innovation cette année a été le lancement de la formation des cadres. Nous avons décidé, au-delà donc des jeunes, de lancer un programme spécial donc, de formation des cadres. Et ça sera l'innovation qui sera portée dans les prochaines années. Des cadres de haut niveau qui vont aussi bénéficier de renforcement donc, de capacités. À la tête d'une forte délégation constituée de plusieurs membres du gouvernement et de présidents d'institutions de la République, le haut représentant du chef de l'État a salué la mémoire de feu Amadou Gon Coulibaly. Gilbert Kafana Koné invite les jeunes à s'approprier les valeurs prônées par le défunt Premier ministre. En choisissant de vous former, vous optez pour des carrières politiques ou associatives basées sur les débats d'idées, sur la culture intellectuelle et, par ricochet, vous bannissez la voie de la contestation violente et du choix des muscles pour vous faire entendre. Je vous encourage donc à poursuivre votre chemin avec détermination et intégrité.
Que l'esprit et les valeurs de feu Amadou Gon Coulibaly continuent de nous guider et de nous inspirer. La commémoration de l'an 4 de la disparition de feu Amadou Gon Coulibaly a été marquée par un panel, des échanges et témoignages sur la fidélité et la loyauté de l'homme d'État et la personnalité engagée que fut AGC. Et c'est toute la Côte d'Ivoire qui se souvient en cette date anniversaire de l'homme, de celui qui a été pour plusieurs générations un modèle de valeur et d'abnégation au travail. Alexis Ouedraogo. Il y a 4 ans, la nouvelle tombait. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre ivoirien, s'est éteint. Les personnes de la trempe d'Amadou Gon Coulibaly, en réalité, ne meurent jamais. Et on fait difficilement leur deuil. Je puis vous assurer qu'il est toujours présent parmi nous. Sa façon d'agir, sa rigueur, son sérieux, mais mieux son engagement auprès de son leader, le président de la République, Alassane Ouattara. J'ai partagé avec lui et appris auprès de lui le silence. Amadou Gon avait cette force, à travers sa réserve, d'avoir un silence, mais un silence parlant. Le président avait défini le rôle de chacun de nous, et c'est pour cela qu'aujourd'hui, pour moi, en tout cas personnellement, c'est la perte d'un ami, c'est la perte d'un frère, mais d'un complice. Sa passion pour son pays, la Côte d'Ivoire, l'honnêteté, la loyauté sont pour nous des éléments qui, chaque jour, nous rappellent Amadou Gon Coulibaly. Cette journée du 8 juillet restera pour moi l'une des journées les plus difficiles de ma vie. Je voudrais saluer Maman Gon et que Dieu la fortifie, que Dieu veille sur elle. Les sœurs d'Amadou, toute sa famille, personne ne peut mesurer ce qu'ils ressentent au plus profond d'eux. Amadou Gon Coulibaly n'aura pas seulement traversé la vie, il laisse derrière lui un héritage de valeurs pour les plus jeunes. De là où il est, Amadou Gon doit être fier. Les valeurs qu'il a pu incarner, et certaines valeurs apprises auprès du président Ouattara, il y a un instrument donc au-delà de sa personne qui pérennise ces valeurs. Il croyait au futur, il croyait à l'excellence de la jeunesse, et sa préoccupation était qu'après leur génération, les jeunes générations à venir puissent avoir ce leadership éthique. Et c'est ce que cette école essaie donc d'inculquer à ces différents cohortes de jeunes qui y passent. Et je pense que pour le moment, on est satisfait. Son départ est surtout l'occasion de prendre en compte une vérité. Rien n'est acquis. C'est une belle tribune pour dire aux acteurs politiques, aux Ivoiriens que tout passe. L'homme passe, les institutions demeurent. Le plus important, c'est de savoir ce que nous laisserons à la nation, aux futures générations. Amadou Gon est parti trop tôt, c'est vrai, mais il a laissé un trésor aux Ivoiriens. Il était revenu dans son pays le 2 juillet 2020, juste le temps de faire ses adieux à celui qui fut son mentor. Ce 8 juillet 2024, la Côte d'Ivoire se souvient de l'homme. Il aurait eu 65 ans. En politique, la commune de Cocody a un nouveau coordonnateur principal pour le RHDP. Il a une rencontre avec les militants de la zone Cocody-Riviera. Juliette Ouéa nous propose le compte-rendu. Ces militants et sympathisants RHDP sont venus nombreux pour soutenir la toute première sortie de Eric Taba, nouveau coordonnateur principal pour la commune de Cocody. Il était question pour nous de lui faire l'état, de nous faire le point de la vie du parti au sein de notre secrétariat départemental. Et deuxième chose, à travers ce point-là, se lancer en termes de projection et de perspective, lui expliquer les difficultés que les militants rencontrent et puis bien évidemment lui donner notre engagement à faire en sorte qu'en 2025, notre candidat, donc qui est le candidat naturel du RHDP, en la personne de son Excellence, le président de la République, Alassane Ouattara, qu'il soit élu au premier tour. Après sa nomination en mai dernier par le président de la République, Alassane Ouattara, le coordonnateur principal du RHDP Cocody, Eric Taba, rencontre les membres de la section Cocody-Riviera. Objectif, mobiliser les troupes et renforcer le parti. Le vent est favorable. Les militants donc, vont se réorganiser et puis vont montrer donc, au président de la République qu'on est toujours prêt à l'accompagner. Et c'est ça le message qu'on donne aux militants aujourd'hui. Le coordonnateur principal du RHDP Cocody, Eric Taba, a également encouragé ses hôtes
à s'inscrire massivement sur la liste électorale lors de la prochaine révision. Également dans l'actualité nationale, ce lundi, les résultats du baccalauréat session 2024. 34,17% de taux de réussite contre 32,9% l'année dernière. Un chiffre en hausse de 2,8 points. Sephora Zegui. 34,17% de taux de réussite cette année au baccalauréat contre 32,09% l'année dernière. Sur un effectif de 343 162 candidats ayant effectivement pris part à l'examen, 177 266 sont déclarés admis par la DECO. Le baccalauréat artistique affiche un score de 95,35% quand les filles arrivent en tête avec 34,71%. L'analyse détaillée de ces résultats fait apparaître les constats suivants. Au niveau du genre, 58 980 filles sont admises sur 169 920 candidates présentes, soit 34,71%. 58 286 garçons sont admis sur 173 242 présents, soit 33,64%. Les filles ont mieux réussi cette session. Au baccalauréat général, un taux de réussite de 31,02%. Au baccalauréat technique, pour un taux de réussite de 65,51%. Au baccalauréat artistique, 369 sont admis sur 387 candidats présents, soit un taux de 95,35% de réussite. Les progrès observés cette année dans les différents niveaux d'enseignement au cours des examens de fin d'année traduisent au plan pédagogique les efforts consentis par la tutelle pour améliorer le système éducatif ivoirien, selon Mariam Nimaga Dosso. Les candidats disposent de 3 jours pour introduire une réclamation auprès du jury. À partir de 14 h ce jour, ils pourront consulter le www.education.gouv ou www.men-deco.org pour voir leurs résultats ou se rendre dans leur centre de composition. Après 3 semaines d'attente, ce sont donc des candidats fébriles qui se sont rendus en début d'après-midi dans les centres de composition. À la proclamation des résultats, c'est la délivrance et la joie pour les admis, mais pour les 65,83% de récalés, c'est le silence. Sephora Zegui nous propose de vivre cette ambiance au lycée Sainte-Marie de Cocody et au lycée classique d'Abidjan. Cocody, lycée Sainte-Marie. À quelques minutes de l'annonce des résultats du bac, les candidats regroupés sont entre angoisse et incertitude. Puis arrive l'heure du verdict, les admis exultent. Cette candidate obtient son bac avec 315 points. En joie certes, mais a les idées claires pour le futur. D'abord, j'aimerais passer le concours de l'INP. Et puis aller pour commencer un prépa en économie. Anaïs, comme plusieurs autres candidats, brandissent leur mention. J'ai eu 284 points, mention bien. 243 points, mention assez bien. C'est les points que je ne connaissais pas, mais je savais que j'allais avoir. Tenir le bac représente pour moi la clé d'une nouvelle aventure et puis le début d'une nouvelle vie. C'est ma deuxième année. Première année, j'ai échoué. Ça veut dire que dans la vie, là, il faut jamais baisser les bras. Je suis content aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup. J'ai utilisé. Il y a Massim assez de temps de lui. J'ai veillé. Ma maman est morte. Mon papa est mort. Aujourd'hui, ils seront fiers de moi. Au lycée classique d'Abidjan, l'ambiance est tout aussi chaude. Les admis sont déjà en fête. Je remercie aussi mes parents, ma mère surtout qui m'a conseillé sur comment je devais aborder cette année. Elle m'a donné certains conseils qui m'ont été vraiment précieux. Moi et mon frère sont aujourd'hui là, on a validé. On est ensemble depuis le primaire, aujourd'hui ça a payé. Il y a eu mon bac. En fait, il n'y a pas les mots. Il n'y a pas les mots, Seigneur. J'ai été admise au bac en lauréat 2024.
J'ai eu 246 points et je suis très heureuse. Voilà, terminale D avec 240 points, voilà. Et c'est donc que je veux pas, j'ai comme un peu parti. Je ne croyais pas. Je tenais à remercier mon professeur de maths parce que j'ai jamais eu moyenne de classe. Mais à l'examen, j'ai eu 13 de maths. Oui, merci M. Sekou. Merci. Non loin d'eux, les recalés fondent en larmes, le cœur rempli de peine. Ils passeront certainement l'une des nuits les plus tristes de leur vie. Au niveau national, le taux de réussite est de 34,17% pour les nouveaux bacheliers, les défis futurs, l'orientation dans l'enseignement supérieur. Taux de réussite un peu moins élevé à Boaké, dans la région de Gbeke. La DRENA 1 a enregistré 24,57% d'admis et la DRENA 2, 28,92%. Lorgoriti et Soro Corona sont allés dans quelques centres pour la publication des résultats. Cris de joie, larmes d'émotion et félicitations au centre du lycée municipal Gimbo Soukalo 1. Nous sommes à la proclamation des résultats du baccalauréat session 2024 à Boaké. Ici, dans ce centre, on note un taux d'admission de 34,90%. Donc, ce n'était pas très évident, mais par la grâce de Dieu, ça a marché. Donc, on peut que rendre gloire à Dieu. J'ai validé mon bac, forcément. C'est que je suis venu chercher ça. Passer le bac A une seule fois, on ne peut que ressentir la même joie et même plus que ce qu'elle ressent actuellement. Au cri de joie se mêlent aussi les pleurs des candidats malheureux, souvent inconsolables. Pour cette année 2024, dans la région de Gbeke, la DRENA 1 de Boaké enregistre 24,57% et 28,92% d'admis pour la DRENA 2. Pour ce président de centre, ces résultats ne sont pas reluisants. Les résultats ne sont pas satisfaisants puisqu'on n'a pas pu atteindre les 50%. Il faut que nos enfants retournent aux valeurs qui font l'élève, c'est-à-dire l'assiduité, l'envie de travailler et moins de temps sur les réseaux sociaux. Les épreuves écrites du baccalauréat se sont tenues du 12 au 22 juin 2024 sur l'étendue du territoire national. Et les nouveaux bacheliers vont bientôt entrer dans le monde universitaire. Devant eux, un choix de filière, un choix de carrière, l'adéquation du programme de formation et les besoins du monde de l'emploi sont au cœur d'une rencontre entre le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Ousmane Diagana, et les ministres en charge de la formation des jeunes. Les échanges ont donc porté sur l'adéquation du programme de formation et les besoins du monde de l'emploi. Isaïo. Assurer une adéquation formation-emploi pour une insertion des jeunes dans le tissu social. Cette préoccupation a fait l'objet d'une séance de travail entre le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre et les ministres en charge du secteur. Les chantiers les plus importants sur lesquels la Côte d'Ivoire est en train de travailler actuellement, des résultats qui ont été obtenus à date. Et c'était pour nous l'occasion de les féliciter pour les progrès extrêmement importants qui ont été déjà enregistrés. Qu'il s'agisse de l'amélioration de l'accès à l'éducation, qu'il s'agisse de l'amélioration de l'équité pour que les jeunes, quel que soit leur lieu d'habitation, milieu urbain, milieu rural, leur genre, filles comme garçons, qu'ils assistent de la gouvernance ou également des mesures importantes qui sont en train d'être considérées pour le renforcement de la qualité et tout ceci ayant pour objectif de contribuer à l'employabilité. Le ministre Kofi Nguessa, au nom de ses pairs, a salué l'initiative de la Banque mondiale. Je remercie la Banque qui nous a accordé un peu de temps pour présenter la vision sectorielle qui découle aussi de la vision de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, qui a aussi donné une grande chance à tous les jeunes de ce pays d'être scolarisés. Le sous-secteur enseignement technique, formation professionnelle et apprentissage doit se réformer, se positionner comme un régulateur des flux et permettre à tous les jeunes de pouvoir accéder à une formation au métier et faire en sorte aussi qu'il y ait l'employabilité parce que dans cette réforme, on associe très stratégiquement le secteur privé, qui est un grand pourvoyeur d'emploi. Ousmane Diagana se dit prêt à aider les différents ministères à réussir leur pari
dans la mise en œuvre de leur programme de formation des jeunes. Dans la lutte contre la corruption, les lanceurs d'alerte, acteurs de premier plan dans la dénonciation des actes de corruption, ont permis à la Côte d'Ivoire d'améliorer son indice de corruption. Le pays est passé de la 99e place en 2022 à la 87e en 2023. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance vient d'initier un cadre de réflexion pour un mécanisme de protection pour ces lanceurs d'alerte, souvent victimes de menaces et de violences. Khalid Diomandi. Maillon essentiel dans la dénonciation des faits de corruption. Les lanceurs d'alerte sont souvent sujets à des représailles de tout genre. C'est justement pour renforcer leur sécurité que les acteurs de lutte contre la corruption sont en réflexion sous l'égide de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. En ligne de mire, la mise en place d'un dispositif de protection des lanceurs d'alerte. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au sein d'une administration ou d'une entreprise, il est tout à fait aussi possible de détecter la personne qui a fait le signalement. Mettre en place des mécanismes assez clairs de protection contre des mesures de représailles participe au renforcement du dispositif. Donc il faut aborder la protection des lanceurs d'alerte au-delà des signalements anonymes. Selon le dernier rapport sur l'indice de perception de la corruption, la Côte d'Ivoire est passée de la 99e place en 2022 à la 87e place en 2023 sur 180 pays. Un progrès de 12 places réalisé grâce à l'implication des dénonciateurs. Le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance attache donc du prix à ces réflexions qui devront aboutir à une proposition de loi nationale en vue de protéger les lanceurs d'alerte. Nous sommes conscients, mesdames et messieurs, que notre dispositif juridique existant ne prévoit pas de loi spécifique sur la protection des lanceurs d'alerte. En tant que président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, nous nous engageons à mettre en œuvre pour la Côte d'Ivoire ce dispositif juridique afin que les lanceurs d'alerte puissent continuer à agir en toute sécurité. En initiant ce cadre de travail, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance emboîte le pas à l'Union africaine. L'institution sous-régionale va célébrer la journée africaine de lutte contre la corruption le 11 juillet autour du thème « Mécanisme de protection efficace des lanceurs d'alerte, outils essentiels dans la lutte contre la corruption ». Une page culture dans ce journal, le docteur Paul Dakuyo vient de publier un ouvrage. Il est intitulé Alassane Ouattara, l'homme de la rupture. Eric Goré nous conduit à la cérémonie de présentation et de dédicace de l'œuvre. C'est un ouvrage pour magnifier le président Alassane Ouattara pour la grandeur de ses actions et surtout pour sa gestion efficiente et efficace des affaires de l'État. Alassane Ouattara, l'homme de la rupture. Une œuvre de 115 pages du docteur Paul Dakuyo, député de Bouaké et enseignant-chercheur. Du profil de Alassane Ouattara, en passant par sa biographie, sa personnalité multidimensionnelle, sans oublier ses prises de parole concrètes, précises, entre autres. L'auteur évoque aussi les Cannes victorieuses de 1992, de 2015 et de 2023 qui s'est déroulé en Côte d'Ivoire en 2024, dont il est l'un des principaux artisans. Cette dédicace a enregistré la présence de nombreuses personnalités qui se reconnaissent dans ses écrits. Le président de la République possède de l'immortalité. Et pour que cela soit réel, il faut que ceux qui écrivent les œuvres de l'esprit en écrivent beaucoup pour que cela soit ancré dans l'esprit de tous les Ivoiriens. Il y a beaucoup à dire sur l'homme, son parcours, sur ses œuvres. Il n'y a que nous, vous, les intellectuels, qui peuvent faire en sorte que cela soit su la nouvelle génération. L'auteur a reçu le soutien de la présidente du Sénat ivoirien, Kandia Camara. Le docteur Paul Dakuyo revient sur ses motivations et ses objectifs. Pourquoi ce livre? Ivoirien, Ivoirienne, le président est un trésor. Parce qu'il est rare. Et nous, on est en économie, nous disons, ce qui est rare est cher. Donc, il nous est cher.
C'est un monsieur qui tient parole, qui parle peu, et puis qui est sage. Cette œuvre littéraire est également un cours qui retrace le passé et le présent de la vie du président de la République. En France, cette annonce du palais présidentiel, le président Emmanuel Macron qui n'a pas accepté la démission de son Premier ministre Gabriel Attal. Il lui demande de rester à son poste afin d'assurer la stabilité du pays. Réélu dans la 10e circonscription des Hauts-de-Seine, le chef du gouvernement avait annoncé dimanche soir, à l'issue du second tour des élections législatives anticipées, qu'il remettrait sa démission sans exclure de poursuivre sa tâche aussi longtemps que le devoir l'exigera. Et c'est la fin de ce journal. Retrouvez-nous également sur rti.info. Agréable fin de soirée et à demain, 18h et 20h sur RTI 1.